euh, certaines qui sont en voie de réalisation, d'autres qui sont bien implantées ailleurs, mais qui sont à implanter chez nous. Et puis, mais ce sont toutes des solutions qui sont nécessaires et intéressantes pour garantir un avenir viable pour nous et pour nos enfants. Donc, sans plus tarder, je veux vous parler un peu de, de ce qui s'en vient, mettre un petit peu la table là, sur ces idées-là. Et je voulais commencer avec le dernier rapport du GIEC. Qu'est-ce qu'il nous dit? Vous l'avez peut-être déjà regardé, vous avez peut-être déjà jeté un œil. Il y a une image que je trouve particulièrement intéressante de ce rapport-là. Si on en doutait encore, là, les changements climatiques sont là. Ils sont liés à l'activité humaine, ils sont liés à l'industrialisation. On voit là, ici là, dans l'augmentation de température, particulièrement dans la dernière partie là, de 1850 à 2020, que c'est très marqué. Et ce qu'on voit dans le graphique à côté, c'est que les prévisions du GIEC, dans l'ensemble, elles sont optimistes par rapport à la réalité, c'est-à-dire qu'elles sous-évaluent les augmentations réelles de température. Donc, il faut faire quelque chose. On le sait, mais on va se le rappeler pour commencer. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit, si on regarde plus spécifiquement au Québec, qu'est-ce qu'on est en train de faire pendant ce temps-là? Bien, on voit qu'on a du pain sur la planche. Le dernier, l'état de l'énergie qu'ont fait Pinault et Whitmore au HEC, qui est très intéressant, qui publie beaucoup d'informations sur l'énergie au Québec et sur les liens avec les gaz à effet de serre notamment, nous montre que bien, les émissions de gaz à effet de serre, bon an, mal an, on a eu des diminutions, mais on a eu des augmentations, puis même actuellement, si on avait une tendance qui se poursuivait depuis les derniers chiffres officiels de 2018, on serait à la hausse. Alors que notre cible pour 2020 était de moins 20 on ne l'a pas atteinte, et celle de 2030 de moins 37,5 Celle de 2050, on nous parlait de moins 80 mais de plus en plus, on parle de carboneutralité, donc de zéro. On n'a pas des mesures encore pour faire ça. Le plan pour une économie verte prévoit des réductions à 70 mégatonnes, alors que la cible est de 54 pour 2030. Donc, il y a des écarts, il y a un écart à combler. Ça prend des nouvelles mesures pour faire ça. Donc, ce qu'on va parler aujourd'hui, ben, ça va être des idées notamment pour combler cet écart-là puis se rendre un petit peu plus dans cette direction-là. Si on regarde plus spécifiquement, elles sont où, d'où viennent ces émissions-là, on voit que, et ça c'est tiré de l'inventaire des gaz à effet de serre de 2018, le dernier qui était disponible, on voit que pendant que les industries diminuent leurs émissions et que d'autres sont en diminution, comme le résidentiel, commercial et institutionnel, notamment avec l'électrification du chauffage. D'autres secteurs sont plutôt stables, mais qu'est-ce qui augmente? Ce sont les transports. Et de manière significative, les émissions liées au transport sont en constante augmentation, ou presque, à part quelques exceptions, là, depuis qu'on fait le suivi de ces émissions-là. Donc, une réduction des gaz à effet de serre passe nécessairement par une réorganisation des transports au Québec. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est faisable. Okay? Donc, ce que je me suis intéressé, je suis allé fouiller un petit peu dans le rapport Dunsky qui est sorti dernièrement et qui a été livré au gouvernement du Québec et qui dit j'ai sorti 3 extraits intéressants quant à moi. Premièrement, c'est que les cibles et objectifs du Québec aux horizons 2030 et 2050, quoique très ambitieux, sont potentiellement réalisables. Donc, on est encore capable de le faire. Des fois, on pourrait se sentir découragé, mais c'est encore faisable. On nous dit aussi qu'il est incontournable de jouer sur les demandes totales en énergie. Donc, ça va passer par un examen des choix qui influencent nos façons de consommer, de se déplacer, de construire nos villes ou encore de nous alimenter. Donc, le déplacement, encore une fois, est très important. Et finalement, plus spécifiquement en mobilité et aménagement, on parle de transfert modal comme d'un besoin, d'un moyen important pour faire ça. Donc, davantage de transport en commun et de transport actif, de train, de covoiturage pour le transport des passagers, c'est essentiel de s'enligner dans cette direction-là. Donc, justement, nos conférencières d'aujourd'hui vont nous parler de mesures sur
le transfert modal. Donc, on va avoir Thérèse Domingue dans un premier temps qui va nous parler des systèmes de transport intelligents, un système de transport intelligent, qu'est-ce que ça pourrait être, comment ça pourrait regrouper des MRC. Donc, Mme Domingue, qui est directrice des transports de personnes directrice chez Transport de personnes HSF, excusez-moi. Ensuite, on va voir Céline Perrier, qui est directrice du TACAL et qui va nous parler de l'intégration du transport collectif dans le transport scolaire, donc une expérience qu'ils mènent chez eux et comment ça fonctionne. Et ensuite, on a Jade Giroux-Larkin, directrice adjointe au marketing de la Société de transport de Sherbrooke, et qui va parler des partenariats que prend la STS pour une mobilité durable avec différents partenaires, notamment l'intégration du transport scolaire dans le transport collectif. Donc, c'est ce qu'on a au menu aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Mme Domingue. Merci. Bonsoir à vous toutes et tous. Je vous dirais que c'est très intéressant, votre présentation. Je vous dirais, elle a un peu modifié mon entrée en matière parce que quand vous parlez de l'environnement et des changements climatiques, juste un petit rappel très technique, là, mais le transport collectif en région est soutenu par l'ancien Fonds vert, donc le Fonds d'électrification et tout ce qui en suit. Donc, notre lien avec la réduction des GES est directement relié. C'est ce qui nous soutient financièrement en région, ce qui n'est pas le cas des sociétés de transport. Donc, votre entrée en matière de présenter tous les éléments pour la réduction des GES colle parfaitement avec les régions et le milieu rural. Donc, merci. Vous avez mis la table de façon parfaite. La présentation qui nous arrive, merci. Merci beaucoup. Fait en sorte, vous savez, je parle de regroupement de 6 MRC de l'Estrie. Vous avez probablement tous attendu que dans la région de l'Estrie, il y a un projet de système de transport intelligent qui a été annoncé parce qu'on a reçu du financement. Et je vous dirais, d'ici très peu de temps, là, vous devriez avoir l'aboutissement de tout ça. Mais je vous dirais, même si on n'avait pas enclenché de démarche de se doter d'un tel outil pour une région, on devrait en parler. On devrait en parler parce que, je ne reprendrai pas ce qui vous a été présenté avant, là, mais officiellement, on se doit de repenser tout ce que l'on fait. Et vous allez voir dans la présentation, mais pour ce faire, il faut aussi regarder d'où on part pour voir ce qu'on a à améliorer. Donc, je vous dirais que merci aux oubliés de l'autobus et je vous dirais ce genre d'initiative, peut-être que ce n'est pas assez fréquent pour sensibiliser non seulement des usagers, mais des élus, des décideurs à notre réalité en région et en milieu rural. Donc, dans la diapo qui suit, la technologie au bénéfice des régions. Donc, je vous dirais qu'il y a des éléments qui, au départ, dans la réflexion, là, on va parler de l'Estrie, il y a eu unanimité, puis il y a toujours unanimité des gestionnaires et des élus d'augmenter l'offre de services. Ce qui veut donc dire qu'il y a déjà eu un constat, qu'il y a un travail à faire important, puis pas juste l'augmenter en nombre, mais en efficacité, en répondant aux besoins des individus. L'offre actuelle commande une révision des services dispensés en fonction des besoins. Je vous dirais, notre façon de travailler présentement, que ce soit en Estrie ou ailleurs, dans les territoires de MRC, à la très grande majorité, on dirait que tout le monde travaille en silo. Là, chacun travaille dans son territoire de MRC. Et c'est comme si la limite de la MRC deviendrait une frontière. Et on sait très bien s'il y a un secteur où il ne peut pas y avoir de frontière, c'est quand on parle de mobilité. Donc, je vous dirais qu'il y a unanimité à revoir la façon de dispenser et à re-questionner nos zones territoriales. Je vous dirais toutefois, là, quand on a dit ça, là, on a quand même des défis importants en région, en milieu rural, qu'on ne trouverait pas dans des grandes villes. La densité de population, on a des MRC qui n'ont même pas un nombre de population qui correspondrait à une petite ville-centre. On a l'étalement urbain, nos distances, parce qu'on a de très vastes territoires. Et on a des besoins majeurs, qu'on pense à l'accès au travail, à l'absence de services au niveau de la santé, des études postsecondaires. Donc, on réalise très bien que notre environnement territorial, il est magnifique au niveau paysager, du patrimoine, de tout ce qu'on veut, mais il amène des défis supplémentaires à ceux qui sont là pour répondre à vos besoins. Par la suite, on va voir la valeur ajoutée d'un système de transport intelligent pour le milieu rural.
à la prochaine diapo. Merci. Un des objectifs, c'est d'améliorer la mobilité à l'intérieur et à l'extérieur. Et on sait que quand on dit à l'extérieur, là, on a mis la table dans la diapo précédente, c'est qu'il y a des besoins dans une MRC. Mais il y a aussi on a des citoyens qui ont des besoins à l'extérieur de notre territoire. Donc, l'amélioration, elle doit aussi viser pour des services dans la MRC, mais aussi à l'extérieur. On doit aussi développer de l'interconnexion, faire en sorte de mettre à profit l'ensemble des services et des circuits qui sont offerts, pas juste dans notre MRC, mais aussi avec les territoires voisins. C'est ce qu'on appelle d'interconnexion. Et faciliter la gestion. Et si vous voyez faciliter la gestion, je vous dirais, au niveau des nouvelles technologies, ça fait énormément référence aux gestionnaires. Présentement, il existe un logiciel où vous entrez des données. Mais il n'y a pas, pour la majorité des MRC, il n'y a pas de logiciel de répartition, d'optimisation des routes. Tout ça doit être fait manuellement à l'interne et c'est le résultat du travail interne qui est enregistré finalement dans un outil. Mais on s'entend qu'il n'y a pas, tout doit se faire manuellement. Et quand on parle de facilité d'injection puis l'interconnexion, il faut qu'on puisse avoir accès à l'ensemble des offres de transport. Parce que quand on parlait de mettre en commun, là, dans un territoire de MRC, je vous dirais, il y a énormément déjà de propositions faites en transport. Que l'on pense, on a de l'interurbain, on a du régional, on a du scolaire. Je vous dirais, il se fait de l'harmonisation avec le scolaire à peu près dans toutes les MRC. Certaines MRC, je vous dirais, qui battent des records, vous allez en avoir une présentation tantôt, là. Mais c'est partout sur le territoire. Sauf qu'il faut être capable d'avoir en main cette connaissance-là de l'offre disponible. Et c'est ce que les nouvelles technologies vont nous permettre de faciliter. Dans la présentation qui suit, donc, qu'est-ce que ça apporte, la technologie, au niveau? Bon, premièrement, on parle d'outils vraiment technologiques. Donc, on parle de GPS. On parle de l'interconnexion, ce qui veut donc dire qu'on travaille sur notre territoire, mais on travaille aussi avec les services des autres MRC. Je vous dirais que déjà en Estrie, même sans apport technologique, on fait de mini-interconnexions parce qu'on les fait manuellement. Mais on travaille avec d'autres MRC pour faire en sorte de prolonger certains circuits qui existent. L'optimisation des véhicules. Quand on parlait d'optimisation des routes, mais il y a aussi des véhicules. Comment je peux utiliser à pleine capacité, pas uniquement les véhicules qui nous appartiennent, aussi avec qui on a un contrat, mais de tout ce qui roule sur un territoire. Moderniser les modes de paiement aussi. Je vous dirais que la technologie permet d'implanter dans nos régions et dans le milieu rural les mêmes approches que les villes-centres et de la réservation en ligne. On a des étudiants, des travailleurs, des gens qui sont à leur retraite, des vacanciers, peu importe qui. C'est de faire en sorte, je vous dirais, d'emmener une image attrayante qui va permettre de multiplier les offres et l'utilisation. Par la suite, on va arriver à l'amélioration de la gestion administrative. Quand tantôt, je vous disais, là, ce que l'on voit dans la prochaine diapositive. Merci. Je vous dirais, je demande ça parce que de mon ordinateur, je ne peux pas partager mon écran. Et c'est M. Touchette qui fait l'exercice à distance et je le remercie sincèrement. Donc, tantôt, je vous disais qu'il y a énormément de besoins. Tout le monde va faire un effort à améliorer l'offre. Mais on doit aussi tenir en compte les réalités qu'on a présentement. Et ça, là, mon propos n'a pas pour but de défendre où il n'y a pas beaucoup d'offres, pas du tout. Mais il faut aussi regarder d'où on part et vous allez comprendre pourquoi, qu'en Estrie, on a tendance à mettre de l'avant la technologie. Donc, il y a une réduction de travail administratif pour le personnel interne, mais aussi pour nos chauffeurs. Tout le temps gagné d'entrée des données, la précision des données, puis les données en temps réel. Je vous l'expliquais tantôt. Présentement, ce que l'on donne à nourrir à l'outil que l'on a, c'est ce que nous, on recueille manuellement. Donc, toute la répartition, toutes les routes se font à partir de ce qu'une personne voit au travers de ce qu'elle a et des données qu'elle a. Avec la nouvelle technologie, il va être possible d'arriver et d'enregistrer toutes les offres de transport. Les nôtres, ceux des autres, qui viennent du privé ou peu importe, les alliances, le partenariat, pour augmenter l'offre. Le but, je vous dirais, c'est vrai, il faut qu'il y ait plus d'offres. Mais il faut aussi penser à développer les offres, le nombre,
sans augmenter tout le temps les véhicules. On a des entreprises qui voyagent sur nos territoires où officiellement, il y a du partage d'espace à faire. Il y a des places non utilisées. Donc, la nouvelle technologie va nous permettre d'augmenter l'offre sans nécessairement augmenter le nombre de véhicules. Et ça, je vous dirais que c'est un enjeu important au niveau de la réduction des GES. Ça vous a été présenté au début, c'est tout à fait pertinent. Fait que oui, il faut augmenter l'offre, mais il ne faut pas tomber non plus, je vous dirais, dans l'excès de dire on met plus de véhicules. On doit utiliser au maximum tout ce qui roule et c'est là que l'harmonisation, que ce soit avec le scolaire, avec du privé, avec des compagnies de taxi, avec l'interurbain, avec tout ce qui roule, le covoiturage, on se doit de maximiser tout ce qui existe sur nos territoires. Donc, je vous dirais, les nouvelles technologies vont nous permettre d'avoir accès aux informations, mais en plus de les gérer, les informations. Vous allez voir comment ça va se gérer. Donc, l'amélioration pour nos usagers, parce qu'on parle beaucoup de ce que ça fait, mais pour l'usager, à la prochaine diapositive. Donc, ce que ça va amener à l'usager, éventuellement, il va pouvoir réserver en ligne. Le paiement électronique et numérique va être possible aussi. Il va y avoir des liaisons entre les services de transport et les gens vont pouvoir connaître les heures des différents passages et des différents circuits. Donc, on va rendre disponible à la population en général l'ensemble des informations sur un territoire, mais aussi sur d'autres territoires. Donc, il va être possible pour quelqu'un de planifier son transport sans toujours avoir à passer par son organisation locale. Il faut aussi permettre aux gens d'avoir accès à de l'information. Présentement, l'information, même si on donne nos horaires, on s'entend qu'on travaille à l'intérieur de nos territoires. Donc, c'est bon pour les gestionnaires, c'est bon pour l'augmentation de l'offre sans augmenter les véhicules, mais ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est l'usager. Donc, c'est aussi facilitant pour l'usager de travailler et d'avoir accès à des services. Dans la diapositive suit, ce que la nouvelle technologie va nous permettre de faire, c'est le système de communication. Donc, un positionnement en temps réel et la précision des données. Donc, un usager va pouvoir savoir en temps réel où se trouve le véhicule, le prochain circuit, le prochain bus ou taxi. Il va avoir accès à toute l'information. Il va avoir des systèmes de communication directement avec les chauffeurs. Puis connaissance de l'heure du passage. Présentement, les gens ont accès, je vous dirais, à toute l'information qui est possible de donner à partir du moment où on travaille manuellement. Mais avec un système de transport intelligent, ce sont des informations qui vont être multipliées, mais qui vont être disponibles à l'ensemble de la population. Merci. Au niveau de l'optimisation d'utilisation, quand je vous disais, il faut optimiser nos routes. Donc, on s'entend que présentement, on a parce que je pense que tout le monde se promène d'une MRC à l'autre, et nous, on appelle ça le petit train, parce que des fois, on se retrouve à plus qu'une MRC, à avoir nos véhicules au même point. Et là, on se dit, il faudrait vraiment, il faut être capable de faire de l'interconnexion pour optimiser tout ce que l'on fait. Donc, le système de transport intelligent vise, entre autres, à faire de l'interconnexion. Et pour ce faire, je vous dirais que toutes les MRC vont avoir accès aux informations des circuits des autres. Donc, tout le monde va pouvoir savoir. Imaginons, je pars d'Ours-Saint-François, puis je vais m'en aller à Quaticook. Mais je vais avoir l'information parce que je peux peut-être faire un transfert à Sherbrooke pour prendre un transport de Quaticook, puis m'en aller directement à Quaticook. Donc, tout le monde va avoir accès à l'ensemble de nos offres de services et ainsi, on va pouvoir multiplier, je vous dirais, les distances. On va pouvoir mettre en place même une tarification régionale, puis on va optimiser l'ensemble de nos circuits. L'auto-répartition. Ça, vous allez voir, c'est très technique, là, mais je vous dirais pour les gestionnaires, là, présentement, quand il y a des demandes qui arrivent, il faut vérifier s'il y a des places disponibles, puis faire plein de vérifications, voir si ça peut s'intégrer dans les horaires. La nouvelle technologie, ce qu'elle va nous donner, c'est qu'on va avoir simplement à rentrer la demande dans un système, et le système va nous dire s'il y a de la place. Il va surtout nous dire où cette personne-là, elle peut prendre le véhicule le plus près de chez elle, ou si elle peut avoir un porte-à-porte avec le TA, peu importe, et à quel moment. Donc, je vous dirais que tout le travail à essayer de trouver, puis étant donné, je vous l'ai dit au départ, là, nos systèmes ne comprennent pas l'ensemble du potentiel et des offres de transport. Ils se limitent à ce qu'on lui donne. Donc,
On a plein d'infos qu'on devrait être capable, qu'on va pouvoir rentrer. On pense aux places libres dans le transport scolaire. On pense à des opportunités, des ententes avec des transports régionaux. On va pouvoir tout mettre ça dans notre système et quand on va faire des demandes de transport, on va avoir accès à toutes les informations. Donc, on va augmenter l'offre sans nécessairement augmenter les véhicules et faire en sorte vraiment de réduire l'émission des GES. La réduction des temps de transport, c'est évident. Plus je peux travailler avec ce qui existe déjà, plus j'ai connaissance de ce qui existe, puis qu'on vient optimiser mes routes, moins mon temps de déplacement va être important. Donc, c'est un objectif parce que déjà, on prend nos MRC qui sont vastes et pour toutes celles qui doivent se déplacer pour plein de services, souvent, là, je vous dirais, juste faire un transport, c'est facile d'avoir 1h, 1h15, 1h30 de transport, même si on le ferait. Donc, si on peut faire en sorte de ne pas augmenter le temps de transport, même, je voudrais de le réduire pour faire en sorte que pour l'usager, ça soit agréable de faire du transport collectif. Et non pas se dire, oh mon Dieu, pour certains, là, avec l'interurbain, il y avait une expression que les gens disaient, oh, j'ai la ronde de lait, parce que ça arrête partout et c'est long et ça finit plus. Ce qu'il faut faire en sorte, dans la mesure de nos moyens, être capable de rendre ça agréable, que les gens se rendent dans un temps décent d'un lieu à l'autre. Et la réduction des GES, je vous dirais que c'est un objectif qui, pour nous, est incontournable. Je ne reprendrai pas le propos de M. Touchette, il était tout à fait juste. Donc, c'est un effet, je dirais pas sans effort, parce qu'il faut y travailler. Mais quand j'optimise mes routes, je peux faire de l'auto-répartition, je réduis mes temps de transport et que je travaille et que j'utilise tout ce qui existe sur un territoire et que j'utilise ce qui roule déjà presque à vide, j'ai un effet direct sur la réduction des GES. Dans la réserve, bon, merci. Il va y avoir aspect aussi tout le volet de la réservation en ligne. Donc, les gens vont pouvoir réserver en ligne, vont pouvoir faire des modifications et ils vont pouvoir annuler. Donc, je vous dirais, c'est un service qui va être là à portée des gens. Je ne vous dis pas que chaque territoire va faire en sorte d'être en mesure d'être très, très, très productif en fonction de leur offre. Mais à partir du moment où ils vont développer leur offre, ils vont y avoir accès. Donc, les gens vont pouvoir réserver un transport directement, sans passer, sans téléphoner, parler à la répartition. Ils vont le faire en ligne et ça va se faire, le processus va se faire automatiquement. Tantôt, on parlait du mode de paiement, puis on parlait de modernisation du système. Bien, je veux dire, dorénavant, dans la diapo qui suit, on vous présente les différentes options. Donc, officiellement, les gens vont pouvoir payer avec des cartes, ils vont pouvoir le faire par différentes façons. Il y aura toujours du paiement en argent. Sauf que, je vous dirais, non seulement ce qui est visé, là, mais ce qui est attendu, c'est cette capacité d'avoir des cartes qui seraient chargées. Donc, ils sont chargés avec l'achat de temps de transport et les gens peuvent payer directement avec une carte. Il peut y avoir différents modes de paiement aussi. Et donc, les gens, quand on disait faire en sorte que l'image, que le service en transport collectif ou en commun en région, en milieu rural, ait une nouvelle image, que les gens aient une perception plus que fière de leur service, mais c'est de rendre aussi tous les outils technologiques à la portée des citoyens. Et au niveau de l'interconnexion, avant de terminer, une des valeurs que ça a, c'est d'augmenter la mobilité. Les correspondances, là, quand on parle des transferts, c'est un facilitateur de mobilité. Et l'autre, les liaisons, c'est l'accessibilité aux autres territoires. Et je vous dirais que ces facteurs-là réunis sont majeurs. Ils sont majeurs parce que on est tous, ben, je dis je suis, parce que j'ai parlé avec les autres MRC ici. Dans chacune des MRC, il y a quand même plusieurs personnes que leur besoin, c'est d'aller à l'extérieur de leur MRC. Dans certains territoires, c'est possible, dans d'autres, ce ne l'est pas. Donc, la nouvelle technologie va permettre d'établir des circuits. C'est ce que nous, on a appelé à l'interne des circuits régionaux. Donc, on va pouvoir voyager à l'intérieur de la région et officiellement avec une tarification qui va être à l'avantage de l'utilisation de la voiture. Un des objectifs, quand on parle de réduction des GES, c'est de réduire l'utilisation de la voiture solo aussi. Donc, à partir du moment où je m'ouvre, que je travaille avec les autres, que je rends accessibles mes infos. Donc, un des, je dirais des objectifs, mais ce que l'on s'attend, c'est qu'il y ait ce genre de transfert-là et de circuits régionaux. Excusez. Et pour terminer,
excusez-moi. Au niveau de nos partenaires, on a nos territoires. Donc, vous avez les 6 MRC. Le Haut-Saint-François, Quaticook, des Sources, Bon-Missisquoi, Main-Frémagogue et la Haute-Yamaska. Il y a 2 territoires, il y a la MRC du Granit et du Val-Saint-François, qui sont à travailler pour se joindre au projet et ainsi on aurait l'ensemble de toutes les MRC. Les gestionnaires, pour le Haut-Saint-François, c'est le transport HSF. Pour Quaticook, c'est Actibus. Pour la MRC des Sources, c'est le service de transport collectif des Sources. Dans Brome-Missisquoi, c'est directement à la MRC. Dans Main-Frémagogue, c'est directement à la MRC. Pour la Haute-Yamaska, il y a Amibus et Transport adapté pour nous. C'est 2 entités. Un volet plus urbain et l'autre plus rural. Donc, ça vous donne le portrait de ceux qui sont déjà, je vous dirais, activement impliqués pour qu'on procède à la réalisation et à l'implantation d'un système de transport intelligent en Estrie avec les 6 premiers. Là. Et je vous dirais, vous devriez avoir des nouvelles d'ici très, très, très peu de temps. Mais je vous dirais qu'on y travaille activement depuis plus d'1 an et demi. C'est un processus qui était long, mais qui pour nous, non, ça valait la peine de l'investir parce que c'est ce qui fait qu'il va nous permettre, je vous dirais, de travailler, on trouve, intelligemment dans le développement de l'offre pour répondre à la population. Donc, ça clôt ma présentation, qui j'espère n'a pas été trop technique. Si vous avez des questions par la suite, dans l'ordre, d'entre eux, ils viendront. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Domingue. C'était fort instructif. Puis c'était intéressant. Je retiens notamment le fait de l'intention de nous rendre fiers de notre service de transport, puis qu'on ait le goût de le prendre, c'est la base. Hein, ça fait partie de la base pour pouvoir faire le transfert modal. Le transport en auto solo, hein, c'est notre salon mobile, hein, fait que c'est très confortable, fait qu'il faut compétitionner avec ça. Ouais. On a tous des bonnes intentions, mais il faut nous aider un petit peu aussi. Tout à fait. Merci. Donc, merci. Pour les questions, justement, on va les traiter à la fin. Si en cours de route, vous voulez les inscrire dans la discussion, libre à vous. Sinon, à la fin, on va gérer les droits de parole, là, puis on va vous permettre de poser des questions aux 3 conférencières. Et sur ça, je vais passer la parole à notre seconde conférencière, Mme Céline Perrier, qui est directrice du TACAL. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, d'entrée de jeu, je vais un petit peu partager le discours de Thérèse, parce que nous, à la MRC d'Antoine-Labelle, on a aussi un territoire rural, un grand territoire, et puis on partage donc les mêmes préoccupations, puis on partage les mêmes contraintes là, au niveau du transport collectif. C'est vraiment des enjeux qui sont pas simples pour arriver à faire du transport collectif digne de ce nom. Alors, on pourra commencer avec la présentation. Dans le fond, nous, l'invitation touchait vraiment notre volet de collaboration avec le transport scolaire. Donc, le TACAL offre du transport collectif par l'utilisation des places disponibles dans les autobus scolaires. Ça se fait bien sûr en collaboration avec le centre de service des Hautes-Laurentides ici à Mont-Laurier. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'actuellement, le service est suspendu à cause de la pandémie. Dans le fond, on n'a plus de places disponibles dans les autobus scolaires parce que leurs sièges, ils doivent les conserver pour les étudiants qui pourraient avoir des symptômes ou quoi que ce soit. Mais vraiment, on espère pouvoir remettre le service, le rendre disponible là, le plus tôt possible parce que c'est une réelle problématique. On avait des gens qui utilisaient ce service-là pour venir au travail ou pour d'autres types de déplacements, puis qui là, ils se trouvent un peu dépourvus de ne plus pouvoir l'utiliser. Alors, on va passer à la présentation. Donc, pour ceux qui ne savent pas où ça se situe, donc la MRC d'Antoine-Labelle, c'est dans les Hautes-Laurentides, donc on est au nord de Mont-Tremblant. Alors, nous, notre défi, c'est ça, c'est d'organiser des transports adaptés collectifs sur le territoire de la MRC d'Antoine-Labelle. Ça regroupe 17 municipalités différentes sur un grand territoire avec une densité de population qui est vraiment minime, là. On dit 2,4 personnes par kilomètre. Mais si on regarde la zone où est-ce que c'est plus en vert foncé, là où on a vraiment les municipalités qui sont habitées, parce qu'à l'extérieur, c'est le territoire non habité, mais là, on revient peut-être plus à 4,5 personnes par kilomètre carré, mais c'est quand même très peu là, pour arriver à organiser du transport digne de ce nom pour aller dans le fond de notre territoire, là. Donc, pour ce que ça représente au niveau du service scolaire des Hautes-Laurentides, c'est 337 trajets d'autobus pour couvrir le territoire.
c'est 14 compagnies de transport différentes qui font ces trajets-là. Donc, ça fait un total de 84 autobus scolaires qui sillonnent le territoire. Et puis, nous, on trouve que c'est vraiment une collaboration extraordinaire qu'on a avec eux qui puisse nous permettre d'utiliser les places disponibles puis les rendre disponibles aux citoyens. Parce que si on regarde, vous pouvez voir là, les centres de services. Il y a Mont-Laurier, là, vous avez un encadré rouge, la ville de Mont-Laurier, puis la ville de Rivière-Rouge, un autre encadré rouge. Ce sont les centres de services là, où on a les institutions scolaires. Donc, on a vraiment des municipalités qui sont loin, puis les temps de déplacement, comme disait Thérèse, ça peut facilement être 1 heure, 1h30 là, pour aller chercher des étudiants dans leur municipalité, puis les ramener à la polyvalente ou quoi que ce soit. Donc, c'est ça, c'est vraiment pour nous une mine d'or de pouvoir utiliser les places disponibles. Encore faut-il que ça concorde avec l'horaire, donc l'horaire du transport scolaire. Donc, on peut passer à l'autre diapo. Fait que je vous montre un petit peu les routes, à quoi ça peut ressembler. Donc, le transport scolaire, c'est tout ce qui est en jaune et aussi la partie qui est en foncé, le bleu foncé pour le transport adapté, qui est aussi couvert par le transport scolaire. Donc, c'est vraiment plusieurs municipalités qu'on connecte donc aux 2 centres de services là, via ce transport-là. On peut passer à l'autre diapo. Alors, la façon dont ça fonctionne, dans le fond, le Centre des services scolaires des Hautes-Laurentides partage avec le TACAL l'application MapInfo. Sur l'application MapInfo, on voit tout le territoire, on voit tous les trajets d'autobus. Donc, on est capable de faire une recherche à partir de l'adresse pour savoir c'est quel trajet qui va pouvoir répondre aux besoins du citoyen qui va nous faire une demande de service. Alors, le citoyen nous téléphone pour faire son inscription. Alors, on doit prendre quand même des renseignements parce qu'on doit faire une vérification pour les antécédents judiciaires. Alors, c'est certain qu'on ne permettra pas à quelqu'un qui n'a pas une feuille de route parfaitement acceptable de côtoyer les étudiants, les enfants dans les autobus scolaires. Ça, c'est une exigence du centre service scolaire, mais c'est nous, le TACAL, qui assurons ce service de vérification. Alors, dans le fond, on a un abonnement avec la SOCIJ pour faire la vérification des antécédents judiciaires des gens qui en font la demande. Alors, on commence d'abord par vérifier avec le transporteur s'il y a des places disponibles dans le véhicule. On fait la vérification. S'il n'y a pas d'antécédents, alors ensuite, on peut remettre à l'usager sa trousse de l'usager. Donc, il va vraiment avoir une carte d'identité qu'il va pouvoir présenter à chaque embarquement. On va lui remettre un carnet avec des coupons, une gracieuseté, donc un carnet de coupons. Ça a une valeur de 30 $, donc 3 $ par billet pour 10 trajets. Et puis, on remet bien sûr le calendrier scolaire. On indique aussi le point d'embarquement parce que ça ne sera pas nécessairement du porte-à-porte. Ça dépend toujours de l'adresse. Il faut que ce soit dans une zone sécuritaire où le bus peut s'arrêter. Donc, des fois, ça va être un petit peu plus loin que l'adresse comme telle. Mais c'est ça, en général, ça se passe très bien. Ce n'est pas des distances qui sont importantes. Alors, donc, ensuite, l'usager va faire l'achat de ses billets. Puis, on a des détaillants dans chacune des municipalités où on peut laisser donc des livrets de billets. Donc, ils n'ont pas à se déplacer à Mont-Laurier pour faire l'achat. Ils vont le faire dans leur dépanneur, dans leur épicerie, tout simplement. Et puis, à chaque embarquement, ils vont présenter leur carte, un billet au transporteur, qui, lui, après, va faire la remise de billets au centre de service scolaire, qui va nous les remettre à son tour. Donc, de leur côté, le centre de service scolaire, c'est sûr qu'ils font un plan de communication avec les différents transporteurs. On a vu tantôt qu'il y en avait quand même une bonne quantité. Puis, eux, ils vont le refaire avec chacun des chauffeurs. Et puis, bien sûr, le personnel concerné pour pouvoir aussi faire la référence auprès du TACAL quand il y a des demandes de transport comme celui-là. Puis, ce qu'on trouve super intéressant dans notre collaboration avec le centre de service scolaire, c'est qu'ils nous offrent le service totalement gratuitement. Donc, on peut maintenir le coût seulement à 3 $ par passage pour les usagers. C'est vraiment intéressant. Puis, c'est sûr qu'on a plusieurs personnes, des travailleurs qui utilisent ce service-là parce que ça convient avec leur horaire, surtout les gens qui travaillent justement dans le milieu scolaire. Puis, même si ce n'est pas disponible l'été, donc ça arrête à la fin juin, ça recommence début septembre, c'est très apprécié parce qu'il y a des gens qui choisissent de l'utiliser seulement pendant la période hivernale pour ne pas avoir à conduire leur véhicule sur la route dans des conditions qui sont parfois moins intéressantes. Alors, c'est ce que ça représente là, pour nous, la gestion. Donc, ce n'est pas une gestion quand même qui est lourde. Puis pour l'usager,
quand il fait la demande, il fait son inscription, on a la vérification, on remet la trousse, puis après, on n'a plus de contact dans le fond. Il va pouvoir prendre le transport aussi souvent que nécessaire là, pour ses besoins. Là, où il va devoir nous contacter, c'est qu'avec notre billet, vous le voyez un petit peu dans le bas de l'écran, notre billet consiste dans le fond, l'embarquement avec l'autobus scolaire, mais l'autobus scolaire va le débarquer à la polyvalente de Mont-Laurier ou celle de Rivière-Rouge. Puis ce n'est pas nécessairement le point de destination de la personne qui l'utilise. Alors, il va avoir aussi un petit coupon détachable pour un coupon de transfert pour utiliser le taxibus. Alors là, il va réserver auprès de nous son taxibus. Il peut le faire pour la semaine, tu sais, puis le taxibus va l'amener donc à sa destination finale. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est sûr qu'il y a aussi un code de conduite pour les usagers. Alors, bon, ils ne doivent pas entrer en communication avec les étudiants parce que, bon, on ne veut pas non plus, des fois, causer des problématiques, là. Donc, tu sais, les gens, ils s'assoient derrière le chauffeur. C'est les premiers bancs qui sont réservés. Comme ça, ils ne sont pas dans le brouhaha des enfants non plus. Et puis, ça fait quand même un service qui est accessible, qui est agréable, qui est disponible. Puis, ça varie l'utilisation selon les saisons. Ça varie aussi selon la promotion qu'on en fait. Mais on a eu jusqu'à plus de 1400 déplacements certaines années. Donc, on voit que ça répond vraiment à un besoin là, dans notre région. Alors, on peut passer à l'autre diapo. Là, dans le fond, ce que je vous partage dans l'autre, c'est vraiment les commentaires de la directrice des transports du Centre de services scolaires pour montrer à quel point on a une belle collaboration, qu'il y a une ouverture de la part du Centre de services scolaires ici. Puis, c'est un service qui est en fonction depuis 2005. Fait que, dans le fond, ça fait déjà plusieurs années là, qu'on l'utilise. Alors, dans le fond, ce qu'elle nous dit, c'est que le transport scolaire couvre un large territoire. De ce fait, les autobus sont rarement à la limite de leur capacité. La collaboration permet d'offrir un service dans certaines régions éloignées, tout en diminuant l'empreinte écologique en utilisant les véhicules qui sont déjà sur place pour tout type de clientèle. Une fois mis en place, le service répond clairement à un besoin. Parfois, c'est un plus petit nombre d'usagers, mais chaque usager est important. Puis, il faut conserver, bien sûr, un bon esprit de collaboration, puis transmettre la vision aux partenaires pour assurer une promotion efficace. Et puis, bon, là, je vous le répétais, afin d'assurer la sécurité des élèves, le Centre de services scolaires exige que chaque usager fournisse ses antécédents judiciaires. Alors, ça, c'est nous qui le faisons. Puis, des frais, je pense, c'est 17 $ par mois d'être abonné à la SOCIJ, puis 8,50 $ pour la vérification d'un dossier. Donc, ça reste quand même tout à fait abordable pour assurer la sécurité des enfants. Et puis, bon, les usagers du TACAL sont habituellement assis dans les premiers bancs près du conducteur. Une référence est faite vers le TACAL lorsque les citoyens s'adressent directement au centre de services scolaires. Et puis, c'est sûr qu'on a vraiment une bonne collaboration entre le centre de services, le TACAL, les transporteurs, pour avoir une information qui est à jour, puis de transmettre la bonne information à l'usager. Donc, c'est un peu le portrait de ce qui se pratique chez nous. Puis, c'est vraiment un service qui est important, un service qui est apprécié aussi par les usagers pour répondre à des besoins de déplacement. C'est plus souvent lié au travail là, que d'autres motifs. Alors, voilà, c'était ma présentation. Ah, ça va aligner avec le son, ça m'arrive au moins toujours une fois par présentation. J'ai oublié mon micro. Donc, merci beaucoup, Mme Perrier. C'était fort instructif de voir, là, de voir cette belle collaboration-là que vous avez avec votre centre de service scolaire, puis on vous souhaite que ça reprenne le plus tôt possible. Sur ce, on va terminer notre trio de conférencières avec Jade Giroux-Larkin, qui est directrice adjointe au marketing à la Société de transport de Sherbrooke. Donc, Jade. Bonjour tout le monde. Bonjour, donc la Société de transport de Sherbrooke, on a été invité à vous présenter en fait ce qu'on fait en matière de partenariat pour rendre accessible le transport en commun sur notre territoire. Olivier, je ne sais pas si tu avais la présentation sous la main. Parfait. Excellent. Donc, la mission de la Société de transport de Sherbrooke, en fait, c'est d'assurer la mobilité là, des personnes sur l'ensemble de la municipalité.
Donc, c'est quand même 366 km² qu'on a à couvrir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ce moment, on a 89% de la population là, qui est à 600 mètres là, de marche d'un arrêt de transport en commun. Donc, on s'affaire à faire vivre une expérience client qui est supérieure et également, ce qu'on veut, c'est contribuer largement à la qualité de vie là, des citoyens. Donc, toujours dans un objectif de réduire les GES, ce qu'on vise, c'est maximiser l'achalandage et donc, pour ce faire, on a choisi de faire plusieurs partenariats pour faciliter l'accès du transport en commun à plusieurs types de clientèle. Donc, le premier partenariat, si on passe à la prochaine diapositive, c'est celui de la passe universelle. Donc, la passe universelle est en vigueur à l'Université de Sherbrooke et au Cégep de Sherbrooke. En fait, ce que c'est que l'ensemble des étudiants de ces deux institutions-là paient à même leurs frais de scolarité un montant fixe par session, qui est une quarantaine de dollars. Et ça donne accès à l'ensemble de la communauté étudiante de ces deux institutions au transport en commun, en fait, 7 jours sur 7 et pour des déplacements illimités pour l'ensemble de la session. Donc, on parle d'une grande économie parce que, bon, un tarif mensuel est à 81,60 par mois. Et pour l'étudiant, maintenant, pour une session qui est de 3-4 mois, va payer environ là, 36 $. Donc, ça, c'était pour le premier partenariat. La deuxième chose qu'on a mis également en place, c'est un partenariat, nous aussi, avec le Centre de services scolaires de la région de Sherbrooke. À l'inverse, le Centre de services scolaires de la région de Sherbrooke manquait de place dans les véhicules scolaires pour déplacer l'ensemble de sa clientèle. Donc, comme la société de transport, on passe déjà devant la majorité des écoles secondaires et tout ça, nous desservons des étudiants du secondaire. Donc, avec cette entente-là, pour le prix de 21 $ par mois pour les étudiants, nous offrons davantage de services. On a mis des doubleurs en place sur certaines lignes pour desservir des écoles comme le Triolet, Michel-Montcalm, etc. Dans cette entente-là, le Centre de services scolaires de la région de Sherbrooke rémunère la société de transport. Ça permet effectivement là, de maximiser l'utilisation des ressources, donc d'optimiser le transport sur le territoire. Donc, pour vous donner une idée, un jeune de 21 ans et moins paierait normalement 61,80 par mois pour utiliser les services de la STS. Quand on est dans un contexte avec le centre de services scolaires, on est à 21 $ par mois. Il y a environ 900 étudiants là, qui sont admis sur ce programme-là et les étudiants sont déterminés bien évidemment par le centre de services scolaires. Et en fait, l'ensemble de ce programme-là est informatisé. Donc, les étudiants là, bénéficient du rechargement de leur carte à puce à distance, etc. Donc, aucun déplacement requis pour bénéficier du titre de transport. Le troisième partenariat, on parle de Boulobus. Donc, c'est un programme qui est mis en place là, avec plusieurs entreprises sur le territoire de Sherbrooke. On pense au CIUS, entre autres, de l'Estrichus, l'université, le cégep, mais aussi des entreprises privées. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on offre à l'entreprise en tant que telle un rabais de 10 % sur l'ensemble de sa facture. L'ensemble de la facture, ça correspond à l'ensemble de ses employés qui veulent se déplacer en transport en commun à tous les mois. Donc, ce qu'on fait, c'est l'entreprise doit au moins aussi offrir 10 % de rabais à son employé, ce qui fait que l'employé en question là, paie un tarif là, qui est réduit de 20 à 100 %. Donc, certaines institutions, par exemple, décident d'offrir tout à fait gratuitement le transport en commun à leurs employés. Ça facilite l'attractivité, la rétention de la main-d'œuvre. Et effectivement, encore une fois, tout le processus de rechargement de la carte à puce ou du titre de transport est automatisé de notre côté, se fait à distance. Donc, c'est complètement facile pour l'employé. Le titre mensuel, en fait, le paiement se fait directement et prélevé par la paie et la facture est envoyée directement à l'entreprise par la STS. Donc, ça, c'était le troisième programme. Au niveau du
de solidarité de transport. C'est un projet pilote qu'on a mis en place l'année dernière. Donc, il y a 700 places de disponibles et c'est un programme qui s'adresse spécifiquement aux familles et aux personnes là, sous le seuil de faible revenu. Donc, ça permet aux gens de bénéficier là, du transport en commun à un tarif de 40 $ par mois. Et en fait, ce qu'on veut faire avec ça, c'est vraiment faciliter la réinsertion sociale, faciliter les déplacements, la mobilité. On sait que la mobilité, c'est quand même un vecteur économique et social hyper important. Donc, la STS trouvait très, très opportun là, de collaborer à un projet comme ça. Finalement, la STS est également co-dirigeante, disons ça comme ça, du Centre de mobilité durable de Sherbrooke. Donc, le Centre de mobilité durable de Sherbrooke, c'est une table de concertation qui a été créée en 2009 où siègent l'ensemble des grands générateurs de déplacement à Sherbrooke, donc l'université, le CIUS, le cégep, le centre de services scolaires et plusieurs autres partenaires, dont le Conseil régional en environnement de l'Estrie. À cette table sont discutés l'ensemble des enjeux de mobilité qu'il y a sur le territoire et également, depuis 2018, le CMDS a évolué et est devenu un centre de gestion des déplacements membre de l'Association des centres de gestion des déplacements du Québec. Donc, sa mission a évolué et maintenant va accompagner les municipalités, les entreprises du territoire de l'Estrie dans leur démarche de mobilité. Donc, on parle d'enquête de mobilité, enquête origine, destination, mise en place de solutions de transport, covoiturage, vélo libre-service, etc. Donc, la STS vraiment s'implique beaucoup, pas juste au niveau du transport en commun, mais quand on parle de mobilité dans son sens large sur son territoire. Donc voilà, c'est ce qui conclut ma présentation. Merci beaucoup, Mme Giroux-Larkin. C'était fort instructif et puis bien intéressant d'avoir cette panoplie de partenariats-là que vous offrez là, avec les avantages de la taille, évidemment, d'une société de transport. Donc, merci beaucoup. Ça nous amène déjà à la période de questions. Donc, j'espère que même si nos conférenciers ont été fort clairs, là, que vous avez que ça vous a titillé un peu, que vous avez besoin d'un intérêt pour avoir plus d'informations. Donc, c'est lancé. Je vois, je vous avertis, je n'ai pas nécessairement toutes les mains levées, mais j'en vois une avec Daniel Lancio. Donc, vous pouvez, je vais peut-être devoir vous remettre. Ah, le micro est activé. Vous pouvez y aller, Mme Lancio. Oui, par rapport à ce que Mme Thérèse Domingue a mentionné tantôt, elle parlait de quelque chose qui s'en venait très bientôt. Puis, je voulais savoir si on avait une idée de quand ça serait connu ou ça serait publicisé. Et puis aussi, donc, c'est qu'il y a eu des argents là, qui ont été donnés, une subvention, j'imagine, pour permettre ce projet-là. Oui, parfait. Je vous dirais d'annoncer puis voir vers où on s'en va. Là, on parle maximum 2 semaines. Donc, on s'entend là, je vous dirais là, que le développement final là, va être présenté dans environ 2 semaines. Et s'il y a eu des subventions, c'est évident parce que l'année dernière, on avait fait une conférence de presse, on avait annoncé l'octroi de subventions pour les MRC de l'Estrie pour se doter d'un tel système de transport intelligent. On s'entend, c'est toujours conditionnellement à ce qu'on le réalise. Là. Mais un tel projet est soutenu par des fonds publics. Je vous le confirme. Merci. Ça me fait plaisir. Alors, on va passer à Mme Castelli. Bonjour. Moi, j'avais une question pour Mme Jade Giroux-Larkin. J'aimerais savoir, Madame, moi, j'avais travaillé en collaboration avec Emploi Québec afin d'aider les entreprises de ma municipalité, de ma MRC. Je travaille dans la MRC du Haut-Saint-François pour essayer d'aider nos entreprises parce qu'on avait réalisé, beaucoup de nos entreprises ont besoin de ressources humaines, mais un des problèmes, c'était le transport, justement.
Puis j'écoutais votre partenariat boulot-bus. Puis je voulais juste que vous mettiez ça plus clair, peut-être. C'est allé tellement vite que je n'ai pas pu comprendre tout ce que vous dites. Mais c'est quoi? Vous chargez aux entreprises un pourcentage, puis vous leur offrez un rabais, puis eux offrent un rabais à leurs employés. Puis là, ça, c'est enlevé de leur paye directement. Est-ce que vous pourriez, si c'est possible, de reprendre rapidement? Je trouve ça très... Bien sûr. En fait, un client régulier de la Société de transport de Sherbrooke paye 81,60 par mois pour se déplacer de façon mensuelle sur le réseau. Donc, quand une entreprise adhère à Boulobus, donc l'ensemble de ses employés à ce moment-là peuvent s'inscrire. Donc, ce que nous, on fait, ou plutôt, je vais partir à l'inverse. Ce que l'entreprise fait, c'est qu'elle va prélever sur la paye de l'employé le tarif ou le titre mensuel que l'employé devrait payer pour utiliser les services. Donc, nous, la STS, on offre 10 de rabais à cet employé-là et l'entreprise doit également offrir 10 payer 10 de la passe mensuelle. Donc, disons que ça fait un rabais de 16 grosso modo pour l'employé. Donc, il y a un 10 qui est payé par l'entreprise puis un 10 qui est assumé directement par la STS. Donc, la STS facture l'entreprise et l'entreprise facture son employé. Puis au niveau du trajet, c'est des trajets que vous faites en fonction de toutes les entreprises qui adhèrent ou c'est des trajets déjà existants sur la STS? Effectivement, c'est des trajets déjà existants sur la STS. Il y a par contre des trajets qui ont été ajustés si on parle, par exemple, du quartier industriel, le nouveau quartier industriel régional, le parc industriel régional de Sherbrooke, là, dans le coin du prolongement du boulevard de Parkland, etc. Oui. Par contre, effectivement, avec le Centre de mobilité durable, on a fait, parce que je fais un lien un petit peu avec vos enjeux, on a fait une démarche avec Waterville pour faire une enquête origine-destination. C'est que Waterville, c'est quand même une région assez industrialisée avec Waterville TG, Piage Apollo, etc. Donc, on est dans une démarche là, pour explorer plutôt une navette privée et tout ça. Donc, c'est de l'accompagnement qu'on est également en mesure de faire là, dans ce sens-là. Merci beaucoup, très intéressant. Merci. Ça fait plaisir. Alors, on va maintenant passer à Mme Gagné. Oui. Bon, alors, moi, je vous avais envoyé une note, les trois dames, là, pour vous dire que vous nous faites rêver parce que nous, les oubliés de l'autobus, là, ça fait des années qu'on essaye d'imaginer comment ça peut fonctionner. Quand je pense que ça existe depuis 2005, à Mont-Laurier et dans les Hautes-Laurentides, moi, si j'avais su, je serais même allée vous voir pour que vous nous expliquiez comment ça marche. Merci à Olivier de nous amener ces ressources. C'est très important qu'on sache que c'est possible. C'est la première chose à faire. Il faut qu'on se convainque de ça et qu'on partage ça avec le plus grand nombre de personnes possible pour que les élus bougent. S'il y a une subvention pour l'ensemble des élus de l'Estrie, c'est parce qu'il y a eu bien des citoyens qui ont demandé à bien des élus de bouger, puis que ça ne bougeait pas. Et il faut absolument cette tension de la population. Alors, c'est notre travail à nous, les oubliés, mais c'est aussi le travail de tout le monde là, ici. Il faut absolument qu'on arrive à réduire le nombre de voitures. Et puis, dans certains cas, c'est de passer de 3 à 2 par maison, ou bien de 2 à 1, ou bien de faire en sorte qu'on n'utilise pas toujours sa voiture, même si on l'a à la porte, parce qu'on a un transport alternatif qui est intéressant, qui est utile, qui est agréable. C'est ça, la recherche que l'on fait, c'est de modifier toute notre façon de fonctionner autour d'alternatives au transport conventionnel de l'auto. Merci.
Merci, Louise. Ça fait une belle conclusion. Est-ce qu'on a d'autres questions? J'avais peut-être vu une question ou une tentative d'intervention de M. Simard, peut-être, dans les commentaires. Oui, bonjour. Oui, c'est juste une précision pour Mme Delimène. Qu'est-ce qu'on entend par personne qui a une incapacité à voyager dans un transport collectif régulier? Est-ce que c'est obligatoirement une incapacité physique, mentale, ou ça peut être quelqu'un tout simplement qui est isolé dans un coin rural, en quelque part, dans un petit village, puis qu'il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de transport collectif? Est-ce que ça englobe ça aussi? Je vous dirais, si vous permettez, j'aurais tendance à vous dire toutes ces réponses. Parce qu'officiellement, il y a tout un volet, même si on parle de transport collectif, c'est évident que c'est inclusif avec le transport pour les gens à mobilité réduite. Donc, on s'entend qu'il y a des critères déjà établis par le ministère. Mais votre dernier élément est une réalité, fait partie de notre ruralité, ça. C'est que même si je ferais des points d'embarquement d'un dépanneur, je peux être à 12 km de mon dépanneur. Donc, officiellement, je vous dirais qu'on ne peut pas faire abstraction de la réalité de ce que l'on rencontre dans notre ruralité. Et c'est là qu'il faut, on pense à faire du rabattement, à faire en sorte que ce soit accessible. Mais je vous dirais qu'en général, quand avec l'élément que vous emmenez, ça fait plus référence au niveau du transport adapté. Donc, que ce soit physique, cognitif, tout ça, ces gens-là aussi. De toute façon, il y a déjà des services qui sont offerts. Mais je vous dirais que même avec le transport collectif, l'accès universel existe parce qu'il y a énormément de gens, même s'ils ont un statut ou un dossier de transport de personnes à mobilité réduite, je vous dirais qu'ils fonctionnent très bien dans le transport collectif et vice-versa. Je peux aussi harmoniser avec le scolaire, je peux aussi harmoniser avec mon transport adapté. Mais un élément que vous soulevez, avec lequel il faut être très attentif et qu'on doit tenir compte, c'est la dernière réalité. Quand je suis en ruralité, à partir du moment où je reste à X, si je suis acquis, si je n'ai pas de voiture, j'ai besoin d'un transport collectif. Il faut que je puisse me rendre où il y a un embarquement. Et on a une responsabilité, quand je dis on, vous comprenez que je travaille dans un environnement de transport, mais on a une responsabilité de développer des moyens, des zones de rabattement pour que ces gens-là aient accès à un service. Moi, je pense que, je vous dirais que la journée où l'accès ou la mobilité, l'accès au transport collectif sera un droit, je pense qu'il y a des choses qui vont être plus simples, ce qui n'est pas encore reconnu. Mais vous avez tout à fait raison, ça fait partie. Il faut apporter une attention particulière à notre ruralité. Merci beaucoup. On va passer à une question de Mme Linda Tétrault. La question est pour Mme Domingue. Vous avez parlé de partenariat et de territoires, 6 territoires, et il y a 2 territoires pour lesquels ils ne font pas partie. Est-ce que c'est possible de savoir pourquoi ils ne font pas partie de ce beau projet-là? Je vous dirais, c'est pas par manque de volonté, là. C'est tout simplement au moment où ils ont déposé une demande de subvention pour se joindre au projet, ils tombaient dans l'autre année financière du ministère. Pour ça, j'ai dit qu'ils travaillent activement, puis on travaille avec eux aussi pour être capable d'avoir un projet régional, mais inclusif pour les toutes les MRC. Donc, éventuellement, ils vont faire partie du projet? Je vous dirais qu'on met toutes les énergies pour qu'ils en fassent partie. Puis eux aussi, de leur côté, là, il n'y a pas que nous, là, ils travaillent eux aussi activement là-dessus. Merci. On passe à Richelle Galibali. Bonjour. Merci de m'avoir donné la parole. J'aimerais savoir, vous avez mis l'accent sur le numérique, la technologie. J'aimerais savoir, pour les personnes qui ne sont pas à l'aise dans le numérique, par exemple, ou ceux qui ont du mal à comprendre l'information ou à lire, quelle est la stratégie de communication ou les moyens de communication que vous avez utilisés, que vous pourriez utiliser pour leur favoriser aussi l'accès à l'information pour connaître, par exemple, les horaires des autobus ou une information actuelle qui s'applique à eux. Quelle est la stratégie que vous avez utilisée? Merci pour votre question parce que c'est vrai, je n'ai parlé que de technologie, là. Oui. Mais je vous dirais, la technologie ne va pas venir évacuer le travail qui se fait et le travail qui doit se développer pour que les gens soient bien informés des offres. Et officiellement, je vous dirais, pour à peu près l'ensemble des territoires, il y a des campagnes de promotion qui vont être mises de l'avant. Mais
non seulement, je vous dirais, une campagne de promotion, c'est comme une date donnée, mais il y a une responsabilité de tenir informé par les différents moyens. Nos municipalités ont des journaux, ils ont toutes les communications. On a aussi, nous, une responsabilité de faire connaître, les offres que l'on a à la population, et les municipalités sont de bons partenaires. Est-ce que ça répond? Est-ce que vous pouvez me donner un exemple plus concret, par exemple, des moyens de communication que vous utilisez à votre niveau pour atteindre ce genre de personnes qui ne sont pas habituées avec la technologie? Bien, je vous dirais que présentement, on s'entend qu'il n'y a pas de système de transport intelligent d'implanter, là. Et déjà, les territoires communiquent avec les usagers qui sont actuels ou à venir. Donc, il y a souvent des liens, étant donné que c'est une responsabilité municipale. Donc, il y a des municipalités qui véhiculent de l'information. Si on sort du contexte de la pandémie, parce qu'elle a eu un effet quand même dans tout, si elle a dans grande ville, imaginez ce que ça a dans nos territoires, c'est majeur. Mais les journaux locaux sont un outil pour transmettre de l'information. Il y a des points dans les municipalités, dans les centres de services, il y a des dépliants, il y a des feuillets d'information qui sont distribués. Bon, c'est de la technologie, mais officiellement, il y a déjà des moyens technologiques qui sont mis en place. Si je fais abstraction de ça, je vous dirais que c'est des formules plus traditionnelles, que l'on connaît davantage, là. Donc, ça circule par les banques, les caisses, les épiceries, les CLSC, les centres de santé, où il y a de l'information qui est distribuée sur les services. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. On passe à Gina Castelli. Ah ben, rebonsoir. Là, la question, elle est pour Mme Céline Perrier. Moi, Mme Perrier, je suis une élue municipale, puis je m'intéresse beaucoup au transport. Puis une de mes difficultés dans le rural, c'est de promouvoir justement pour descendre les GES. Fait que là, j'écoutais le TACAL, c'est vraiment de la façon que vous êtes organisé, c'est dynamique, c'est en passant une belle présentation. Mais comment vous faites pendant la saison estivale, vous qui habitez dans un secteur très touristique aussi, là, comment vous faites dans la saison estivale pour promouvoir les déplacements pour les travailleurs, pour les jeunes ados qu'on ne veut pas qu'ils s'en aillent vivre en ville? Comment vous faites pour promouvoir le déplacement? Est-ce qu'il y a du déplacement? Nous, au niveau du transport collectif, là, c'est ça, c'est vraiment difficile. Vous avez vu tantôt l'étalement, on a très peu de... la densité de population n'est pas là. L'aide financière du ministère vient avec l'achalandage. Nous, on n'a pas l'achalandage. Donc, on n'a pas de grandes aides financières pour... Puis moi, je suis nouvellement en poste, là, ça fait quelques mois. Mais, des gros défis. Oui, gros défi. Puis là, c'est ça, on regarde ce qu'on peut faire pour améliorer la chose. Nous, on a du taxibus qui se fait. Donc, ça qui se fait dans les 2 régions urbaines, dans les 2 pôles que je vous disais tantôt, la ville de Mont-Laurier et Rivière-Rouge. Alors, le taxibus, ça, c'est intéressant quand même. C'est un taxi collectif, c'est aux heures, c'est facile, à coût de c'est 3 $. Sinon, on a les places disponibles dans notre transport adapté. Ça, c'est quand même 12 mois par année. Le transport adapté, c'est 52 semaines par année. Donc, les places disponibles, mais ce n'est pas sur la grandeur du territoire de la MRC, le transport adapté. Donc, on a encore des problématiques, on a encore des gens. Nous, ce n'est pas les oubliés de l'autobus, c'est les oubliés du transport collectif parce qu'on a des zones qui ne sont pas desservies autrement que par le transport scolaire présentement. On a aussi du transport bénévole pour répondre à d'autres besoins, des besoins qui sont plus c'est pour des raisons de santé. Donc, pour accompagner des gens à leurs rendez-vous médicaux, ces choses-là, sont là à la grandeur de la MRC. Fait que même dans vous avez comme une banque d'établis de bénévoles transporteurs pour de... Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais ça, c'est vraiment pour les raisons médicales, parce que là, on ne pourrait pas le faire. On ne pourrait pas avoir des bénévoles pour les adolescents qui veulent venir à la maison des jeunes le soir. Puis là, c'est ça. Moi, quand je suis arrivée en poste, là, j'ai été tellement surprise de toutes les demandes qui m'arrivent des organismes. La Maison des jeunes n'a pas de moyens de transporter les usagers le soir.
que ce soit la table des aînés qui me dit on a vraiment des enjeux, les gens veulent rester à domicile, puis là, c'est une problématique, ils n'ont plus de voiture, ils n'ont plus la capacité. On est en demande pour la sécurité alimentaire, pour pouvoir aller porter des denrées au fin fond du territoire. Donc, c'est ça. On va faire comme Mme Domingue, on fait de leur côté dans les 6 MRC. Il faut vraiment faire l'inventaire de qui sillonne notre territoire. Puis que ce soit vraiment les entreprises, les institutions, les citoyens, ça va être vraiment un travail de collaboration pour répondre à court terme à certains besoins. Puis sinon, après, c'est un dossier politique de voir avec le ministère des Transports qui puisse nous faire une aide financière qui tient compte de notre territoire, qui tient compte du kilométrage qu'on fait. Parce qu'un endroit où il y a une densité de population, ils ont une aide financière beaucoup plus importante. Puis si le territoire est petit, ils n'ont pas les dépenses que moi, j'ai dans mon organisme pour sillonner ces routes-là. Puis moi, si on va chercher quelqu'un à Notre-Dame-du-Lot, l'autobus est parti pendant 1h30. Puis je ne vais pas le remplir, mon autobus, en allant à Notre-Dame-du-Lot puis en revenant à Mont-Laurier. Je vais avoir peut-être 2 personnes. Fait que, au niveau de l'achalandage, on ne l'a pas du tout. Donc, c'est vraiment des enjeux parce qu'on n'a pas d'aide financière digne de ce nom. On n'a pas toute la diversité des transports aussi que vous allez trouver dans des régions qui sont plus près des grands centres. Il y a plus de diversité. Nous, il y a une compagnie de taxi ici, là. Donc, mon taxibus, je suis contente, on a une belle collaboration, mais je ne peux pas lui en demander plus. Il n'est pas en mesure de donner plus de services. Donc, on a plein de contraintes là, dans nos régions rurales qui nous mettent des bâtons dans les roues qui sont. Mais bon, avec plein de volonté, avec la volonté du milieu, la collaboration, on va y arriver. Mais il y a aussi un gros dossier politique derrière tout ça. Puis il faut voir avec les élus locaux, faire des pressions au niveau provincial pour arriver justement à faire revoir les règles d'attribution de l'aide financière là, pour tenir compte de nos réalités. Je vous remercie beaucoup, Mme Perrier. Je m'aperçois qu'en Estrie, surtout dans la MRC du Haut-Saint-François, on est très choyés d'avoir Mme Domingue. Mais comme élu, tu vois, on a d'autres défis. C'est de montrer aux citoyens, gars, il faut descendre les GES. T'sais? Il faut faire de la mobilité. Ça, c'est un autre défi qu'on a que souvent, moi, un citoyen va me parler simplement et me dire, bien là, Mme Castelli, nous, on ne veut pas que notre petit village devienne une grosse ville, mais c'est comme ça n'a pas rapport. Il faut juste diminuer le nombre de voitures sur la route. Merci beaucoup, Mme Perrier. En région, là, puis je suis certaine que Mme Domingue va avoir le même discours. En région, quand les étudiants commencent à travailler là, avec leur première paye, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont s'acheter un véhicule usagé. On a des maisons unifamiliales où il y a papa, maman, les 2 adolescents, jeunes adultes qui ont leur véhicule. Il y a tellement de véhicules. On dirait que les gens ont du gaz dans les veines au lieu du sang parfois. Une mentalité. Non, mais c'est vrai. Puis c'est vraiment une mentalité rurale où on a le 4 roues, le skidoo, tout ce qui roule à essence, on l'a. Puis on a cette possibilité-là de se déplacer rapidement selon nos besoins. Donc, c'est ça, il y a une multitude de voitures solo. C'est vraiment, c'est un gros travail d'éducation aussi au niveau d'un changement de façon de vivre, changer les mentalités. Beaucoup. Puis étant donné que autant vous que nous, on a tellement un beau grand territoire, comme Mme Domingue disait, avec des beaux paysages puis tout, c'est dur de changer la mentalité que, hey, t'as pas besoin de 2 voitures, tu sais. Mais bon, c'est de l'éducation. Déjà, quand on va arriver à mettre en place un transport collectif qui sera plus, en tout cas, plus adéquat, bien, ça va être plus facile de les convaincre aussi. Mais pour l'instant, c'est ça. On tourne un peu, c'est un cercle vicieux, là, mais bon, on va y arriver. Avec la bonne volonté, on va y arriver. Effectivement. On va passer à Louise Gagné. Je reviens avec la proposition, enfin, l'état de situation du prochain projet là, de transport qui s'en vient avec la nécessité d'une bonne campagne d'information. Et quand je dis bonne, là, vous avez énuméré toutes sortes de moyens ou toutes sortes de lieux ou toutes sortes d'associations, mais il faut vraiment qu'on se donne un objectif commun parce que sinon, c'est sûr que les gens qui travaillent avec les handicapés vont faire leur part ou les gens qui travaillent avec les familles vont faire leur part.
Mais là, il faut qu'on se donne comme un mot d'ordre commun. Et je vous invite à consulter les travaux qui viennent d'être rendus publics, je crois que ça fait une semaine ou deux, par l'Observatoire estrien des communautés, du développement des communautés. C'est assez intéressant parce qu'à l'intérieur de la période qu'on vient de passer, donc où les ressources ont été diminuées au minimum et où les gens ont eu des demandes encore plus grandes. Quand je dis les gens, là, ça peut être les organismes communautaires, mais c'est aussi les villes et tout ça. Là, il y a eu une nécessité de se réorganiser. Et là, il faut regarder la nouvelle organisation dans chacune des communautés. Puis quand on parle de communauté, c'est petit, là. C'est vraiment... à Magog, il y en a genre 18. Là, donc, c'est vraiment tout subdivisé en unités petites où les gens peuvent se rejoindre et travailler ensemble. L'étude démontre que les gens ont développé des nouvelles façons de se communiquer entre eux. Alors, il va falloir qu'on travaille dans ces réseaux neufs. Enfin, ce n'est pas du nouveau monde, là. C'est juste des gens qui avaient l'habitude de ne pas se parler. Par exemple, les élus municipaux n'allaient jamais s'asseoir sur une table de concertation ou rarement, là, à moins d'être un peu zélés, là, ils laissaient les gens s'organiser dans le communautaire. Bien là, le communautaire est invité par les élus étaient invités par les institutions de toutes sortes, commissions scolaires et tout. Donc, ça veut dire que c'est possible. C'est sûr que ça compte sur des personnes qui sont des représentantes ou des gens actifs dans ces milieux-là, mais les gens, ils sont là. L'étude vient de se faire. Ils ne sont pas morts, là. Ils viennent juste de réaliser quelque chose d'intéressant entre eux. Je parle de l'Estrie. Je ne sais pas comment ça s'est passé dans les Laurentides, mais il y a probablement des choses similaires là aussi. Mais en tout cas, en Estrie, on a cet avantage de pouvoir avoir une espèce de carte de la solidarité. J'appelle ça de même, là. Okay? Ce n'est pas de même que ça s'appelle dans l'Observatoire. Vous leur demanderez, ils vont vous dire comment ça s'appelle. Mais il y a vraiment des personnes, vous pourriez juste utiliser leur liste pour faire connaître votre projet quand il va sortir, pour que chacune de ces personnes, dans chacun de ces mini-réseaux, dans chacun des grands réseaux, communique l'information. Le drame, là, ça serait qu'on n'aurait pas d'achalandage. Et je vous dis, je l'ai connu à Montréal, dans un quartier. La Ville de Montréal avait mis à contribution tout un système de minibus. Et ils ont été obligés d'arrêter après 1 an parce qu'il n'y avait pas assez d'achalandage. Et pourtant, les gens étaient dans leur maison, ils étaient parqués, ils n'étaient pas capables de bouger, puis ils ne savaient pas que le bus passait devant leur maison. C'est bizarre, hein, mais c'est comme ça. Il faut vraiment faire un gros effort de faire connaître et faire utiliser. Il faut quasiment organiser des concours pour que le prix, ce soit un voyage en autobus ou un transport d'une place à l'autre pour aller visiter telle chose. Il faut faire l'exercice, il faut que les gens l'utilisent et en jouissent. Il faut qu'il y ait une jouissance de ça, sinon, ils restent chez eux ou bien ils prennent leur auto. Si vous permettez, là, je vous remercie, mais vous avez tout à fait raison. Dans les moyens que j'énumérais, c'est en lien en dehors de la technologie. Mais vous avez tout à fait raison qu'une campagne de promotion, ce que je disais, ça ne peut pas durer, tu fais un coup d'envoi puis c'est fini. Aujourd'hui, avec les communications, les réseaux sociaux, il y a une nouvelle, on ne peut pas faire abstraction, je dirais, de la façon traditionnelle, mais on a une obligation de s'ajuster à ce qui est aujourd'hui, là, par exemple. Et vous avez tout à fait raison, les réseaux sont des partenaires naturels, qui est incontournable. Et officiellement, votre idée de concours, je rigolais, en tout cas, je ne sais pas si ça paraissait parce que j'ai le visage coupé en deux, là, mais officiellement, ça fait partie des pistes de réflexion. Il faut qu'on devienne des incontournables, c'est pas compliqué, là. Et pour ça, il faut qu'on nous aime. Voilà, vous avez parlé de fierté, de jouissance, c'est tout à fait ça. Il faut changer l'image, la perception que les gens ont du transport collectif. Premièrement, que c'est pour les gens qui sont démunis. En tout cas, la lecture, pour moi, elle est très négative. Il faut que les gens réalisent que c'est un avantage, c'est un privilège d'avoir accès à de tels services. Il faut se rendre là. Et moi, je pense que ces réflexions-là, certaines MRC, je peux déjà vous dire
que dans le carton, il y a un plan de match de s'asseoir avec qui? Avec des gens qui ont des besoins. C'est eux qui vont nous amener, qui vont nous donner un peu le ton de comment y rejoindre. Bien, je vous remercie de votre commentaire, il est très pertinent. Si je peux me permettre, en bonnet à ce que vous mentionnez, en fait, même à la Société de transport de Sherbrooke, qui est un service qui est quand même établi depuis plusieurs années, c'est un défi qu'on a de constamment rejoindre les gens, de modifier un petit peu l'image, la perception du transport en commun. Et c'est pour ça qu'un de nos axes stratégiques, c'est justement l'expérience client. En fait, on travaille beaucoup sur améliorer l'expérience client. On fait des grandes campagnes en ce moment là, de publicité parce qu'avec la COVID, évidemment, on avait perdu un bon pourcentage de l'achalandage avec le télétravail, le téléétude, la notion de sécurité à bord. Donc, c'est un défi qui est réel, puis même à toutes les échelles, je dirais. Là. Donc, effectivement, je trouvais l'intervention super intéressante. Effectivement, beaucoup d'interventions fort intéressantes et à travers tout ça, le temps file, hein, fait que je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Je vais terminer en remerciant tout le monde au nom des oubliés de l'autobus. Merci beaucoup à notre trio de conférencières, Mesdames Domingue, Perrier, Giroux-Larkin, de nous avoir inspiré toutes ces belles idées, de nous avoir donné l'eau à la bouche sur ce qui s'en vient. Dans certains, on l'espère, puis on a des beaux défis qui s'en viennent, publicité, achalandage. Je retiens les idées de droit à la mobilité aussi. Je pense que c'est quelque chose dont on doit parler de plus en plus. Et d'occupation du territoire aussi, parce que dans plusieurs territoires, là, ce sont des enjeux. Puis on l'a vécu dernièrement aussi. Hein, c'est important de bien l'occuper notre territoire. On va en avoir besoin. On ne sait pas ce qui nous attend au point de vue des changements climatiques et tout. Puis où ça va être les endroits où bon vivre et où ça va être les endroits où bien faire à manger, bien faire pousser nos légumes et tout ça. Donc, il faut être là. Donc, merci encore. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée, tout le monde. Et puis, en terminant, là, vous allez recevoir un lien sur l'enregistrement de la rencontre. Ça a été demandé par plusieurs. Donc, n'hésitez pas à le partager avec ceux qui ne pouvaient pas être avec nous ce soir pour que toutes ces belles idées-là puissent être partagées. Bien, merci à vous, l'organisation. Merci beaucoup, Olivier, au nom des oubliés. Ça fait plaisir. Bon.